On va commencer cette émission Alto Blabla, la RSE avec l'ISO 26000, c'est du concret. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Mon nom est Yann Cusac et j'ai le plaisir de vous accompagner ce matin jusqu'à 10h. Merci de nous accueillir chez vous à l'invitation du groupe AFNOR pour ce deuxième épisode de 90 minutes d'une trilogie autour de l'ISO 26000. L'ISO 26000 catalyseur depuis 10 ans, cette année d'une RSE concrète et mesurable sur le terrain. Pourquoi Alto Blabla? Parce que nous voulons des retours d'expérience, des initiatives concrètes et fructueuses. Nos invités que je vais vous présenter dans quelques instants nous l'ont promis. Et pourquoi une trilogie? Parce que ce sujet de la RSE avec l'AFNOR, avec le groupe AFNOR, eh bien, ce sujet de la RSE de la norme ISO 26000, nous le traitons en cette première quinzaine de juillet en 3 épisodes. Mercredi dernier, nous accueillons des entreprises et leurs bonnes pratiques. Aujourd'hui, ce sont les filières et mercredi prochain, à la même heure, il est toujours temps de s'inscrire, nous accueillerons les territoires. Vous êtes ce matin plus de 300 derrière votre écran, vous êtes professionnel de la RSE au sein de votre entreprise ou en tant que conseiller ou en accompagnement. Vous cherchez des infos concrètes, donc ça tombe bien, vous allez être servi aujourd'hui. Je sais également qu'il y a parmi vous des acheteurs, des spécialistes de la qualité, de l'environnement, du marketing ou de la communication. Vous êtes également dirigeant d'entreprise. Il y a même des acteurs publics et des représentants des ministères. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, vous le savez, depuis 4 mois, vous avez fait des milliers de réunions en ligne. Et ces émissions en ligne, justement, ne fonctionnent très bien que s'il y a une belle interactivité. Alors, à 300, c'est un petit peu difficile d'avoir les caméras ouvertes, mais néanmoins, pour qu'il y ait une belle interactivité, nous avons un modérateur aujourd'hui qui n'est autre que le monsieur Relations Presse du groupe AFNOR. Bonjour Olivier Gibert. Bonjour à tous, bonjour Yann. Bonjour, Olivier, alors notre public, vos invités, les 300 invités pourront poser des questions vers 9h05, vers 9h40, donc 2 sessions de questions-réponses. Vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne, Olivier ? Oui, chaque participant dispose du module conversé sur la plateforme Zoom. Donc, au fil des discussions, vous pouvez poser vos questions. Je les relayerai à plusieurs reprises. Je vais moi-même couper la caméra pour privilégier la bande passante et favoriser les intervenants. Donc, j'invite celles et ceux qui rejoignent la conférence à faire de même, également à couper les micros. Il y aura 2 sessions de questions-réponses, c'est ça, Yann? Oui, 9h05 et 9h40 approximativement. Donc, vous aurez l'occasion de vous exprimer, des questions, des réponses, mais également exprimer vos émotions si vous voulez encourager ou saluer les invités que vous connaissez particulièrement. C'est important pour eux de leur donner de leur faire un petit clin d'œil. Cette émission est sous le parrainage de Stéphanie Kerbar, qui est députée et présidente du groupe d'études RSE à l'Assemblée nationale. Elle nous salue ce matin en vidéo. Elle est accompagnée du directeur général du groupe AFNOR, Olivier Perra. C'est parti, la vidéo. Pour cette deuxième table ronde, nous accueillons le témoignage des filières. Il est important que les filières soutiennent et accompagnent les entreprises. En effet, celles-ci ne sont pas forcément équipées en termes de RH ou même simplement dans le choix du référentiel RSE apporté. Depuis plusieurs années, ce sont une vingtaine de filières qui s'engagent aux côtés de la plateforme RSE pour proposer des labels sectoriels. Je fais le souhait aujourd'hui que ces labels sectoriels soient mieux reconnus et mieux valorisés. Et l'intérêt d'une telle plateforme, justement, c'est qu'elle permet de regrouper des fédérations, des syndicats professionnels qui, de longue date, sont des partenaires privilégiés en matière de normalisation. La participation de ces fédérations, de ces syndicats, donne le moyen à des entreprises d'identifier des bonnes pratiques, de se les approprier, de les déployer. Et un exemple particulièrement important que je voudrais citer, c'est celui de la coopération agricole. Cette coopération, il y a 10 ans, a fait le pari de la normalisation. Elle a repris l'ISO 26000, se l'est approprié pour voir comment la décliner de manière très très concrète. Et en début d'année 2020, eh bien, nous avons maintenant une norme internationale qui part de cet acquis français, qui au départ est venu de l'ex-région Aquitaine et qui maintenant est devenue une norme internationale pour les coopératives agricoles. Et ce qui est très intéressant en matière de différenciation, c'est que sur la base de ce châssis, on va dire normatif international, déclinaison de l'ISO 26000 à la coopération agricole, eh bien maintenant il y a un label qui vient
d'émerger. Coopérative SO-responsable, qui permet donc à des acteurs vertueux de se différencier et d'obtenir ainsi les bénéfices qui en découlent. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne webconférence. J'espère que vous trouverez beaucoup d'idées que vous pourrez reprendre, que vous pourrez adapter, que vous pourrez partager autour de vous. Bonne webconférence. Voilà, merci Stéphanie Kerbar et Olivier Perra. Alors, pour mobiliser et encourager les entreprises dans leur démarche RSE, il existe une plateforme, la plateforme RSE de France Stratégie, qui a lancé une expérimentation de label RSE sectoriel adapté aux TPE, PME et ETI. Alors, c'est quoi cette plateforme RSE? C'est une instance de concertation multi-parties prenantes placée auprès du Premier ministre et dont le secrétariat, justement, à France Stratégie. Et la présidente de cette plateforme RSE est avec nous ce matin. Bonjour Frédéric Lelouch. Bonjour. Bonjour Frédéric, vous êtes membre de cette plateforme et donc présidente au titre de la CFDT. Alors, outre les syndicats, cette plateforme réunit des voix diverses, hein, c'est bien cela? Oui, il y a 50 membres, en fait réunis en 5 pôles. Le pôle économique représentant des organisations d'employeurs, la société civile, les institutions et un pôle de chercheurs-développeurs. Voilà, les ONG, patronats, élus et chercheurs, les experts, bref, les différentes catégories des parties prenantes de l'entreprise. Donc, 18 secteurs sont concernés par cette expérimentation. Nous en avons 2 représentants avec nous ce matin. Nous aurions pu avoir, tenez, la Confédération nationale artisanale des instituts des beautés et des spas, l'Union française des métiers de l'événement, ou encore l'Union nationale des industries de carrière et matériaux de construction. Voilà 3 exemples de filières. Il y en a 18 en tout, mais on en a 2. C'est plutôt la filière agricole et celle du BTP que nous accueillons avec ce matin Charles-Henri Monteau, le président de la Fédération nationale des SCOP du BTP et PDG du TB. Bonjour Charles-Henri Monteau. Bonjour Yann. Bonjour, vous êtes, votre filière regroupe 600 entreprises sur le territoire national dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. Cela représente 15 000 salariés. Alors, on va rappeler ce que c'est une SCOP. Je vais le dire rapidement, puis vous allez compléter. Si vous voulez bien, une SCOP, c'est une société coopérative et participative. Les salariés des SCOP sont maîtres à bord de leur entreprise. Il y a un partage équitable du pouvoir, des risques, de l'information et du profit, mise en commun des compétences et des savoir-faire dans les buts de faire durer ces entreprises. Et le centre de décision reste là où elle est née. Est-ce que j'ai tout dit? Est-ce que j'ai bon? Ou est-ce que vous voulez compléter? Vous avez dit l'essentiel, Yann. Extrêmement rapidement, une SCOP, c'est tout simplement une coopérative dont les associés sont les salariés qui y travaillent eux-mêmes. Donc, on imagine aisément que ça forme une entreprise assez particulière. Et donc, notre fédération regroupe des entreprises qui ont une double particularité, avoir ce statut très particulier de coopérative, entre guillemets, de salariés, et le fait d'exercer dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Très bien, merci pour cette précision. Troisième invité, le président de la coopération agricole, Dominique Chargé. Bonjour Dominique. Bonjour Yann. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement, c'est sympa de saluer nos 300 invités ce matin. 2400 coopératives agricoles sont adhérentes de votre coopération. Taux de représentation des TPE-PME 93%. Vous qui réalise un chiffre d'affaires de plus de 85 milliards d'euros et ça représente 40% du poids de l'agroalimentaire en France. Est-ce qu'un autre chiffre ou une autre notion à retenir pour qualifier, présenter votre structure? Non, je crois que vous avez dit l'essentiel. Nos organisations, nos 400 coopératives sont réparties sur l'ensemble du territoire français. Elles sont attachées à ces territoires, elles sont ancrées sur ces territoires, elles sont de toute taille. Puisque vous l'avez dit, 93% sont des TPE-PME. Elles sont sur tous les métiers et surtout, elles font le lien entre la production agricole et l'alimentation, la consommation. Elles emploient 190 000 salariés et elles travaillent avec 3 agriculteurs sur 4 en France qui ont en fait une relation avec une coopérative. Ce qui en fait leur particularité, c'est finalement un petit peu, comme l'a expliqué Monsieur Moutot, c'est leur mode de gouvernance, puisque ce sont des entreprises qui appartiennent aux agriculteurs, qui en sont les propriétaires et les décideurs, avec un mode de gouvernance qui n'est absolument pas basé sur le capital, mais c'est un homme, une voix, et c'est une assemblée générale qui élit un conseil d'administration en mandat de gestion pour le compte de l'ensemble des adhérents.
nous ne sommes pas des entreprises dont le driver, j'allais dire, l'indicateur de performance est la rentabilité des capitaux à court terme, mais nous sommes des entreprises dont l'indicateur de performance est la satisfaction des hommes, que ce soit les clients, les adhérents ou les salariés. Et évidemment, notre particularité, c'est que ces entreprises sur les territoires, on a coutume de dire qu'elles sont transgénérationnelles, c'est-à-dire que ces outils sont des outils ancrés sur les territoires et qui sont au service de l'activité économique, quel que soit, j'allais dire, le moment. Et notre souci à nous, c'est évidemment d'avoir hérité de ces entreprises et de pouvoir les transmettre aux générations futures. On va regarder donc avec vous dans quelques instants comment ces entreprises, ces hommes et ces femmes vivent la RSE, vivent la norme ISO 26000 et les labels. Je voudrais excuser l'absence ce matin de Coralie Dubost, qui est députée de l'Hérault, qui aurait dû être avec nous ce matin. Elle mène une mission sur l'homologation des labels RSE, mais elle était très prise ces jours-ci, car elle est rapporteure d'une mission sur la bioéthique. En tout cas, nous évoquerons en fin d'émission ces travaux. On va revenir avec vous, Frédéric Lelouch, président de la plateforme RSE. Vous avez donc piloté une expérimentation de label RSE sectoriel. On a dit que ces labels étaient adaptés aux TPE, aux PME et aux ETI. La RSE, ce serait donc pas réservé aux grandes boîtes, aux grands groupes, aux entreprises du CAC 40? Mais non, pas du tout. La RSE, c'est la responsabilité. Et la responsabilité, ce n'est pas du tout une affaire de taille d'entreprise. Je pense que c'est très important de le rappeler. La RSE, ce n'est pas une affaire d'experts, contrairement à ce que pourrait laisser entendre le fait de parler en sigle. En fait, il s'agit plus d'une volonté de transformation, d'être en phase avec les enjeux de transition écologique, de justice sociale, des attentes en fait de la société en matière environnementale, des demandes d'un travail de qualité, d'un travail porteur de sens. Et donc de penser finalement la place de l'entreprise dans la société. Alors, c'est vrai que les cadres auxquels on pense quand on pense à la RSE, on pense à la déclaration de performance extra-financière, on pense au plan de vigilance. Et ces cadres concernent finalement les entreprises, en tout cas d'une certaine taille, plus de 500 salariés pour la déclaration de performance extra-financière, plus de 5000 pour les plans de vigilance, même si avec les directives qui sont en préparation à Bruxelles sur l'information extra-financière ou le devoir de vigilance, les seuils pourraient bouger et pour concerner davantage d'entreprises. Mais vraiment, la RSE, ce n'est pas qu'une affaire de conformité aux lois existantes. Les labels dont on parle, ils sont utilisés par des TPE et des PME. En fait, ce qu'on voit, c'est que la plupart des entreprises labellisées, il y a une étude de Goodwill Management qui est sortie il y a quelques mois, qui montre que 83% des entreprises labellisées sont des TPE-PME. Donc, voilà. Donc la clé d'entrée, ce n'est pas la taille de l'entreprise, c'est plutôt un état d'esprit. Alors, vous avez cité le mot label, hein, c'est le fil rouge aujourd'hui. C'est quoi un label? Très simplement, Frédéric Lelouch. Un label, ça fait partie des outils qui permettent de structurer une démarche. Un label, ça permet de garantir et d'officialiser un engagement, parce qu'en fait, un label, ça fait intervenir un tiers indépendant, l'OTI. Il n'y a pas vraiment de définition de label. Il y a une multitude de labels. Alors, ici, dans cet échange, on va parler de labels garantissant des démarches RSE et pas des labels produits, qui est un autre sujet très différent. Et juste pour préciser, il y a vraiment beaucoup de types de labels RSE. Il y a des labels généralistes comme Lucie ou Engagé RSE de l'AFNOR, des labels thématiques, des labels territoriaux, des labels même internationaux. On pense à Bicorp, même si avec Bicorp, il n'y a pas forcément de tiers indépendants. Et puis de labels sectoriels qui sont ceux sur lesquels la plateforme s'est penchée et sur lesquels l'expérimentation de la plateforme a porté. Alors, parlez-nous de cette expérimentation qui a concerné, on le rappelle, 18 secteurs, 177 entreprises ont joué le jeu. Quels enseignements après 18 mois? Il y a beaucoup de choses à en dire. Si on peut retenir quelques idées fortes, je dirais qu'il y a quelque chose qui ressort très clairement. C'est que l'ISO 26000, c'est l'outil utilisé par tous.
Il y a des secteurs très, très différents dans cette expérimentation. Vous en avez cité certains. Il y a aussi les vignerons en développement durable, les associations d'assistance médico-technique à domicile. Enfin, je veux dire, c'est des secteurs qui ont pas beaucoup à voir, et pourtant tous utilisent l'ISO 26000, et à la plateforme, tous les acteurs estiment que c'est la norme internationale qui est l'un des meilleurs instruments de promotion de la RSE et même de la RSO, la responsabilité sociétale des organisations. Donc voilà, c'est opérationnel, quel que soit le secteur, on le voit. Ça, c'est, je pense, un premier enseignement assez net. Le deuxième point qui retient notre attention, c'est que la labellisation a permis pour les entreprises labellisées un accompagnement, une montée en compétences des entreprises. En fait, l'intérêt d'un label, c'est pour une entreprise de déterminer un niveau de maturité en matière de RSE en comparant ses politiques, en comparant ses pratiques à celles qui sont attendues par le référentiel d'évaluation. Pour les organisations, pour les entreprises, c'est un moyen en fait d'attester un niveau de qualité de sa démarche RSE. Et c'est aussi, on parle d'accompagnement, c'est aussi une communauté, une culture commune, un partage de bonnes pratiques qui peut s'opérer au sein du label. Et troisième enseignement, pour aller vite, même s'il y aurait beaucoup à dire, ce que déplorent beaucoup des fédérations de l'expérimentation, c'est un peu le manque de visibilité, de notoriété, de reconnaissance, du fait peut-être de la multitude des labels existants. Et du coup, ça crée une difficulté à attirer de nouvelles entreprises et à maintenir la dynamique d'engagement dans le temps. Donc, je pense qu'on y reviendra, et peut-être que les témoignages des fédérations pourront compléter ces propos un peu d'introduction généraliste qui sont un peu les grands points, les grands enseignements de cette expérimentation. Effectivement, Frédéric Lelouch, on va demander à nos invités, un des deux présidents de filière qui sont avec nous ce matin, s'ils sont d'accord avec les premiers enseignements que vous venez d'évoquer. On va demander à Dominique Chargé, président de la coopération agricole. D'abord, ça revêt quelle dimension? Quels sont les enjeux du secteur de l'agriculture? La RSE revêt quelle dimension? D'abord, d'un point de vue général, je voudrais confirmer ce que vient de dire Madame Lelouch, c'est que la RSE, c'est certainement pas réservé aux grands groupes. Et moi, je pense qu'il y a un engagement largement aussi fort et avec autant de sens pour les TPE et les PME qui constituent encore une fois la majorité de nos coopératives. En fait, moi, je pense que ce que recherchent aujourd'hui les acteurs du monde de l'économie et de l'agroalimentaire, de l'agriculture et de l'agroalimentaire d'une manière générale, c'est à mettre en avant des éléments d'appréciation et de notation des entreprises qui sont extra-financiers. Alors, qu'on ne se méprenne pas, les éléments de notation et d'appréciation financière restent des éléments importants, mais je pense qu'il y a une recherche aujourd'hui, d'abord au sein de la société d'une manière générale, mais aussi de plus en plus à travers des dispositifs de financement des entreprises à moyen et long terme de la part des financeurs, une recherche d'éléments extra-financiers qui donneront de la visibilité et surtout du sens à l'action des entreprises sur les territoires, au service quelque part, entre guillemets, des parties prenantes et de la société d'une manière générale. Je pense que c'est un peu ces éléments-là qui sont les drivers de la RSE. Ensuite, ne soyons pas, naïfs, il faut faire aussi preuve de pragmatisme. C'est d'abord un levier de différenciation pour les entreprises. Et puis, c'est également finalement un levier de conditions d'accès au marché, notamment sur les marchés, en marque de distributeur. Lorsqu'on est dans un cahier des charges défini avec un client, ces éléments issus de la RSE deviennent des éléments différenciants et qui donnent finalement une certaine priorité, voire exclusivité dans la façon dont le produit est mis en avant avec un client. Donc, il y a forcément un enjeu fort en termes d'image et de pragmatisme sur le plan commercial, sur le plan économique pour les coopératives, dans le sens où on répond à nos clients. Alors, en ce qui nous concerne, sur les enjeux, la demande du bio, la traçabilité, le bien-être animal. Oui, ces questions liées finalement aux évolutions des pratiques
de nos métiers sont des questions essentielles qui sont préemptées aujourd'hui par l'ensemble des coopératives et nous y sommes engagés. On va parler d'agroécologie, vous avez parlé de bien-être animal, évidemment. Mais je pense que ce qui est recherché à travers la RSE dépasse ça. Et c'est aussi la façon dont une entreprise agit et interagit dans son environnement socio-économique. Et tout à l'heure, pour ça que j'ai passé un tout petit peu de temps à vous expliquer, au-delà des chiffres, ce qu'est la philosophie d'une coopérative, c'est-à-dire une entreprise de territoire au service de l'activité économique des agriculteurs et de l'activité économique et qui plus est, s'inscrit dans le temps. Et je pense que c'est ces éléments-là, la façon dont une entreprise aujourd'hui s'inscrit justement dans alors ce service est un mot un peu trop fort, mais en tout cas, comment est-ce qu'elle inscrit son action, non pas seulement sur des indicateurs économiques et financiers, mais également sur des indicateurs différenciants du sens finalement de l'activité économique au service d'un territoire et des hommes d'un territoire. Voilà un petit peu moi ce que je décrypte à travers un engagement et le décodage de la RSE. Et dans le BTP, Charles-Henri Monteau, quels enjeux spécifiques à votre secteur, la RSE? Je vais essayer de ne pas être trop long. J'aime beaucoup la dimension temporelle dont vient de parler Monsieur Charget. Les coopératives sont, d'une manière générale, des outils qui se transmettent de génération en génération. Et dans nos structures, il y a une forme d'intemporalité qui les rend particulièrement durables. En matière d'enjeux dans le BTP, honnêtement, on est pleine balle dans le référentiel de la RSE, si vous me permettez l'expression. Et je vais prendre quelques exemples parce que je pourrais vous entretenir très longuement sur la question. On a des enjeux sociaux considérables, en matière de transmission des savoirs, en matière d'apprentissage, en matière de gouvernance. On a des enjeux environnementaux qui sont considérables. On sait très bien que, par exemple, le logement et les bâtiments, d'une manière générale, sont les premiers consommateurs d'énergie fossile. On a donc des problématiques liées à la transition énergétique. On a la problématique de mutation de matériaux pour aller chercher des matériaux qui soient moins carbonés. On a des enjeux considérables en matière d'ancrage territorial, tant dans le bâtiment que dans les travaux publics. On a des enjeux considérables en matière de bonnes pratiques. Le secteur du bâtiment et des travaux publics n'a pas forcément une image extraordinaire en matière de pratiques commerciales. Et donc, on a des enjeux d'éthique absolument considérables. Si on voulait résumer ça, les enjeux du BTP dans notre secteur d'activité, on a l'habitude de se sentir responsable. On a l'habitude de se sentir responsable tout simplement parce que nous sommes une activité où on a une obligation de résultat. Donc, on est très, très au fait de la notion de responsabilité. On fait travailler des gens dans des environnements qui peuvent être dangereux. Donc, on a sur les épaules en permanence une responsabilité pénale très importante. Donc, nous sommes la notion de responsabilité, nous baignons au quotidien dedans. Par ailleurs, notre activité a un impact sociétal considérable. Il suffit de se balader partout en France, partout dans nos villes, pour voir que notre secteur a un impact sociétal considérable. Voilà. Donc, on est extrêmement à l'aise avec cette norme ISO 26000. Le boulot de notre fédération, c'est d'essayer de simplifier, parce qu'on sait très bien que les référentiels, c'est toujours un peu complexe, c'est toujours un peu compliqué. Pas forcément, on parlait des TPE et des PME. Nous-mêmes, la moyenne de nos entreprises, c'est environ une vingtaine de salariés. Donc, c'est pas facile pour ces entreprises de dédier une personne à ces thèmes-là. Et donc, le boulot de notre fédération, c'est d'essayer de mâcher le plus possible le travail de manière à rendre la chose accessible. Alors, dites-nous comment vous mâchez le travail. Sont vertueuses. Dites-nous comment vous leur mâchez le travail par des exemples concrets. On rappelle
Oui, oui. Alto blabla. Donc, on a toute une démarche qui commence à vraiment bien prendre, qui démarre par un concept qu'on a mis au point avec l'AFNOR, qui est un audit qui s'appelle Simply RSE sur une journée d'audit. Par ailleurs, et puis on accompagne tous nos adhérents dans leur démarche qui doit aboutir d'une part à une évaluation sur le référentiel ISO 26000 et deuxièmement sur notre label. Nos secrétaires généraux en région sont extrêmement bien formés à cette démarche. Nous essayons d'initier des clubs RSE au niveau local. Et puis par ailleurs, nous avons produit toute une série de guides qui permet de rentrer très facilement dans cette démarche. Et j'en parle d'autant plus savamment que nous-mêmes, alors je prends ma casquette de chef d'entreprise du TB, nous avons largement utilisé ces outils-là il y a un certain nombre d'années maintenant pour nous-mêmes entreprendre cette démarche. Voilà. Vous êtes le PDG du UTB, effectivement, à cheval sur le volet social avec beaucoup de formation et d'apprentissage au sein de votre propre entreprise. Vous avez même créé une fondation. On va demander à Dominique Chargé ce qu'il propose concrètement à ses membres. Je crois que ça commence par de la formation en ligne avec ce fameux MOOC. Expliquez-nous, Dominique Chargé. Oui, quelques mots, Yann, avant, si vous le permettez, sur cet engagement qui est un engagement de longue date pour la coopération agricole, pour les coopératives, avec un travail donc, qui se construit pas à pas. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a été acteur et pilote d'un projet national en partenariat, d'un projet international de la création de la norme ISO 26030, donc la première norme sectorielle de la déclinaison de la RSE. Donc ça, je pense qu'avec l'AFNOR, et ça a été dit tout à l'heure par M. Perra, je le redis, on est pilote à l'échelle nationale dans le cadre du contrat stratégique de filière alimentaire, donc avec l'ANIA et donc en lien avec France Stratégie. Et on a pris le pilotage de ce volet RSE au sein de ce contrat de filière. Et puis, on a aujourd'hui 550 coopératives, donc je pense que c'est tout à fait notable, qui ont réalisé ce fameux diagnostic 3D qui permet d'avoir un état des lieux finalement de notre démarche de RSE et de sortir aussi avec un plan de progrès, une démarche pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Voilà, donc effectivement, notre boulot à nous, en tant que fédération, que ce soit la fédération nationale à Paris, mais également les différentes relais, antennes ou fédérations régionales, c'est effectivement de faire la promotion d'abord de la RSE, d'en faire le développement et d'accompagner surtout les entreprises. Donc, on a effectivement créé un outil, un MOOC, que nous avons réalisé et que nous mettons à disposition. Donc, l'an dernier, enfin sur la dernière, c'est pas exactement sur un an, mais sur la dernière séquence de diffusion du MOOC, nous avons eu 4000 participants à cette proposition de formation. Et là, nous sommes sur une deuxième séquence pour laquelle nous attendons 5000 participants en 2020. Donc, c'est considérable en termes d'impact. Alors, ce qu'on fait également, on met à disposition de nos adhérents, des coopératives, des guides qui permettent, par exemple, de mettre en place une démarche d'achat responsable, donc toute une batterie d'éléments qui permettent aux coopératives de se repérer dans une démarche d'achat responsable, ou tout simplement de mettre en place leur démarche RSE et surtout de la façon dont elles peuvent la valoriser, parce que je pense qu'au-delà de la définir et de la mettre en place, la question qui se pose, c'est la façon dont on peut la valoriser. Et on a aujourd'hui une obligation réglementaire qui est celle de produire un rapport, justement, je disais tout à l'heure, extra-financier au sein de notre rapport annuel, qui est donc le rapport RSE. Et donc, on fournit là aussi un guide, une sorte de pro-forma quelque part dans la structuration de ces éléments d'appréciation extra-financiers au travers du rapport RSE, permet aux coopératives de s'appuyer sur cette démarche pour essayer de valoriser leur démarche auprès de leurs clients. Alors, en termes de résultats ou d'initiatives qui ont été prises, je crois que
on a aujourd'hui 100% de nos coopératives viticoles qui se sont engagées d'ici 2025 à être soit engagées en démarche de certification environnementale, donc HVE, ou en agriculture biologique, avec l'objectif que 50% de nos coopératives soient certifiées dans l'une ou l'autre des démarches en 2025. C'est considérable, c'est un engagement très fort au sein du monde viticole coopératif français d'ici 2025. On a aujourd'hui 92% de nos coopératives qui sont impliquées dans des démarches publiques d'amélioration de la qualité de l'eau. C'est là aussi un engagement tout à fait fort en termes d'impact de nos activités, que ce soit de production ou de transformation, sur la qualité de l'eau et globalement les ressources naturelles de notre environnement. 98% de nos COP d'approvisionnement participent à des démarches de collecte et de recyclage des emballages usagés, donc de tous les résidus de nos consommables, à travers une démarche qui s'appelle Adivalor, donc 98%, ça veut dire la quasi-totalité. Et enfin, une démarche tout à fait nouvelle, en tout cas celle sur laquelle nous allons accélérer, c'est la démarche de diminution de nos émissions carbone. Et on a aujourd'hui, par exemple, dans une filière comme la filière de la luzerne, qui est une utilisatrice importante d'énergie, 40% de nos coopératives qui se sont engagées nos coopératives, le monde de la luzerne, des coopératives de la luzerne s'est engagé à diminuer son impact d'émissions de carbone de 40% sur 10 ans. Voilà un petit peu les éléments sur lesquels on travaille. Donc, c'est concret. Au-delà de travailler sur le fait que de l'image et de la valorisation, il y a des démarches concrètes, visibles, et qui doivent avoir un impact sur la résilience de nos métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Alors, on a pu citer pour vous, Dominique Chargé, le partenariat avec les banques alimentaires pour favoriser le don également. Avant de prendre les questions de celles et ceux qui nous écoutent, il est déjà 9h05. Questions courtes, réponses courtes à chacun d'entre vous. Messieurs, si demain je vais frapper à la porte de vos entreprises, très localement, si je demande qui prend en charge ces questions RSE dans ces coopératives, qu'est-ce que vous répondez? Et puis, question sur ça coûte combien de s'intéresser, de travailler ces questions de RSE? Mais pas à votre niveau, de président de filière, si je vais frapper à la porte de cette coopérative viticole ou chez Charles-Henri Motto dans une boîte de BTP. Le chef d'entreprise, il faut qu'il soit l'initiateur de la chose, que l'entreprise ait 2 personnes, 200 ou 1000. Voilà, il se doit d'être l'initiateur. Nous, c'est relativement simple. Le diagnostic dont je vous ai parlé, qu'on a fabriqué avec AFNOR Certification, qui s'appelle Simply RSE, notre fédération le prend en charge. Et toute la démarche, en gros, ça vaut un 3 500 € pour une entreprise jusqu'à 5 salariés. Et puis, c'est variable en fonction du nombre de salariés. Et sur les entreprises qui dépassent les 100 salariés, ça représente à peu près une petite quinzaine de milliers d'euros. Et quand le patron de la structure vous dit quand est-ce que je les retrouve, mes 3 500 € ou comment je les retrouve ou dans combien de temps, qu'est-ce que vous lui répondez? Extrêmement rapidement, pour une raison très simple, et M. Chargé a bien mis l'accent là-dessus. Il faut toujours l'avoir en tête. La démarche RSE est quand même un formidable moyen de mettre en valeur l'entreprise et surtout les dimensions très vertueuses sociétales, sur le plan sociétal qu'est capable de mettre en œuvre l'entreprise. Il faut vraiment avoir en tête que une démarche RSE, elle se construit entreprise par entreprise. Évidemment, il y a un cadre qu'il faut respecter, mais libre à chacun de mettre en valeur ce qu'il souhaite mettre le plus en valeur. Et donc, c'est un formidable outil, un levier, vous parliez de levier de différenciation. Dans le secteur du BTP, où en gros, dans le bâtiment, 30% de la commande est publique. Dans les TP, c'est 70 ou 80% la commande est publique. On sait très bien que dans cet environnement-là, il y a beaucoup d'appétence pour les entreprises qui ont une vertu sociétale, quelle qu'elle soit,
et il y a beaucoup d'appétence pour cela. Donc, cet investissement, honnêtement, il est extrêmement vite retrouvé. Je ne dis pas que c'est dès le lendemain matin, mais c'est peanuts par rapport à ce que peut en tirer l'entreprise. Même question, Dominique Chargé, ça coûte combien? Comment je m'y retrouve en tant que patron? Voilà, Yann, effectivement, on n'échappe pas à son destin. La question qui revient souvent, c'est qui paie et c'est quoi mon ROI? On va dire quelques gros mots quand même dans cette conférence. Mon return on invest. En fait, moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire M. Moutot. C'est une démarche qui se pilote en top management. Pardon de parler comme ça, mais que l'entreprise soit grande ou petite, elle se pilote au niveau de la direction générale d'un comité de direction. C'est une démarche globale d'entreprise qui doit être pilotée en top management. Souvent, et la plupart du temps, elle est prise en charge d'un point de vue opérationnel par les services, ce qu'on appelle QSE, qualité, sécurité, environnement. Et c'est sans doute assez bien. Ensuite, finalement, en termes de coûts, moi, je vais plutôt parler de gains. Il y a une étude qui a été faite par France Stratégie en 2016 et qui a mis en évidence que les entreprises qui avaient engagé ces démarches RSE arrivaient à des gains de compétitivité de l'ordre de 13%. Ça veut dire que cette démarche, ce n'est pas seulement une démarche, j'allais dire, d'image et une démarche d'engagement extra, j'allais dire, compétitivité, ce n'est pas de la démarche hors coût ou hors prix. C'est une vraie démarche qui a du sens aussi sur le plan de l'organisation, sur le plan du bien-être au travail et qui doit amener des gains de compétitivité qui ont été évalués dans cette étude de France Stratégie à 13% en 2016. Et ensuite, je pense qu'il y a un deuxième point important qui, pour nous, dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire, est un point important, c'est celui de l'attractivité de notre secteur. Et moi, je pense que la RSE, par les éléments qu'elle met en avant, les sujets sur lesquels elle travaille, les logiques d'amélioration continue qu'elle engendre et qu'elle propose, donne des leviers concrets pour améliorer l'image de nos secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire qui sont, comme vous le savez, à certains moments fortement décriés à travers de l'agribashing et une forte méconnaissance de ce que sont nos activités. Et finalement, doivent nous permettre à la fois de maintenir les activités, mais surtout d'attirer des talents pour venir travailler dans nos entreprises, des talents dont on a besoin. Donc, la question sur la RSE, il y a une question évidemment de compétitivité. Je pense qu'il y a une analyse de compétitivité et d'amélioration de la compétitivité dans l'entreprise. Et il y a également un vecteur de changement, d'amélioration de l'image, ou en tout cas de perception par les différentes parties prenantes, par l'opinion publique, et qui améliore finalement l'image et la qualité de vie au travail et le bien-être au travail, et qui fait que nos entreprises arrivent mieux à recruter. Recruter dans les zones plutôt rurales où sont basées vos coopératives et qui ont parfois, donc ces coopératives, du mal à attirer les jeunes talents, celles et ceux qui sortent des universités ou des écoles, qui sont plutôt des personnes qui vivent en secteur urbain. Voilà, juste pour compléter, Yann, c'est effectivement, en fait, malgré tout, il y a quand même un changement de paradigme à ce niveau-là, et on a quand même aujourd'hui, même dans les jeunes, des recherches de sens très différents dans la recherche et l'engagement dans l'engagement dans le travail, l'engagement dans l'entreprise, avec des normes et des approches tout à fait différentes de ce qu'on avait il y a 20 ans, et je pense que la RSE nous aide à y répondre. Voilà. On va prendre des questions du côté du chat. Olivier Gibert. Oui, je suis là. On a eu beaucoup de remarques, de félicitations. Nathalie qui félicite la plateforme RSE pour sa publication sur la responsabilité numérique des entreprises. On a aussi des débats, un peu de questions autour des objectifs de développement durable et de l'ISO 26000, de l'articulation entre cet outil qu'est l'ISO 26000 et les objectifs de développement durable. Est-ce que cette question, alors deux questions en une, est-ce que cette question générale sur l'articulation générale entre les deux s'est posée dans les travaux de la plateforme RSE? C'est une question pour Frédéric Lelouch. Et cette question, je la décline pour Charles-Henri Monteau et Dominique Chargé par secteur. Comment est-ce que vous avez abordé les objectifs de développement durable pour vos secteurs, et comment est-ce que l'ISO 26000 et vos labels RSE sectoriels vous aident
à y répondre. Voilà la première question. Peut-être Frédéric Lelouch. Oui, avec plaisir. Écoutez, nous, à la plateforme, on a lancé une expérimentation en 2018 qui s'est terminée en décembre dernier avec un certain nombre d'attendus dans le cahier des charges. Les ODD, dans mon souvenir, ne faisaient pas partie des attendus. Que certains développent une démarche autour des objectifs de développement durable est quelque chose d'extrêmement positif, mais ça ne faisait pas partie nécessairement des attendus. Pour autant, c'est évidemment les 17 ODD sont structurants pour nos travaux à la plateforme et sont une référence évidemment dans la mesure où il s'agit d'un agenda universel qui concerne tous les acteurs, qui sont assortis d'indicateurs. C'est évidemment très, très structurant. Merci. Charles-Henri Monteau pour Scope BTP. Comment est-ce que vous avez abordé les ODD pour votre filière, votre secteur? Vous parliez là du lien entre la norme et les objectifs de développement durable. Je crois que c'est une question qui est très centrale, cette affaire-là. Et c'est un nœud gordien qu'il faut arriver à dénouer. Une norme, elle permet de poser un référentiel et elle permet de pouvoir parler un langage commun entre des acteurs qui sont terriblement différents. On l'a bien vu avec Monsieur Chargé, les problématiques de l'agriculture et des coopératives agricoles, elles sont particulières. Les problématiques du bâtiment et des travaux publics sont d'une autre nature. Et il n'y a que 2 secteurs d'activité, je ne parle pas de l'industrie, etc., etc. Et donc, c'est la norme qui paraît parfois en apesanteur par rapport à des objectifs très concrets que se donne telle ou telle entreprise, que se donne telle ou telle filière. La norme, elle permet en fait à tous les acteurs de pouvoir discuter, j'ai envie de dire, sur une même base. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement vertueux et qu'il faut absolument expliquer aux uns et aux autres parce que dans un premier abord, c'est vrai que ça peut paraître assez rédhibitoire. Et si j'avais, moi, une demande vis-à-vis des pouvoirs publics, c'est d'essayer de favoriser, notamment au niveau des commandes publiques, au niveau des marchés publics, de favoriser ceux qui ont le courage de s'engager dans cette voie-là et d'afficher leurs objectifs de développement durable. Voilà. Grâce à ce référentiel-là. On a un référentiel qui n'est pas suffisamment utilisé dans les rapports, notamment avec les pouvoirs publics et les collectivités territoriales. Il y a de l'appétence des acteurs, mais par contre, dans le Code des marchés publics, il n'y a rien. D'accord. Je ne sais pas si je réponds convenablement à la question. C'est la question de voilà, l'utilisation de cette norme internationale sur la RSE. J'ai bien vu, Vic, votre remarque sur l'utilisation des acronymes. Je vais essayer de les éviter. Pour répondre aux objectifs de développement durable, Dominique Chargé pour la coopération agricole, est-ce qu'il y a des ODD particuliers qui vous mobilisent? J'imagine que oui. Et comment est-ce que cette norme et votre label peut vous aider à y répondre? Ben justement, je pense que c'est là où on a fait, en tout cas, je le pense, une partie du chemin. C'est que en ayant développé ce premier label sectoriel, donc référentiel sur la base de la norme ISO 26000, donc par la déclinaison en 26030 pour le secteur agroalimentaire, on a inclus les objectifs de développement durable à l'intérieur. Et donc aujourd'hui, évidemment, c'est toujours perfectible, mais en tout cas, l'ensemble des paramètres identifiés au moment de la création de la norme ont été intégrés et font partie, donc aujourd'hui, de la définition de la RSE en ce qui concerne notre secteur. On l'a également décliné dans notre label, puisqu'il a été cité tout à l'heure par M. Perrin. On l'a évidemment aussi décliné dans notre label coopératif, donc coopérative so-responsable, et on y a également inclus ce que sont les grands déterminants des diagnostics 3D. Voilà. Donc aujourd'hui, on a fait une partie du chemin, mais je partage le sentiment de M. Moutot à l'instant, qui est celui qu'aujourd'hui,
même en ayant, j'allais dire, réalisé une partie de ce chemin et en étant engagé en incluant les ODD dans notre label, enfin notre norme sectorielle, finalement, on n'a pas de valorisation possible de par la définition en tout cas en ce qui nous concerne, des marchés publics et notamment comment est-ce qu'on pourrait aujourd'hui valoriser cet ensemble-là à travers une évolution, il me semble indispensable, des normes de la commande publique qui ne soient pas exclusivement basées sur des notions, j'allais dire, exclusives de prix, mais qui puissent inclure ce que sont pour les entreprises qui fournissent, donc les entreprises publiques, des éléments liés à leurs engagements RSE et finalement à une certaine dynamique territoriale et d'engagement de service au service de l'économie d'un territoire. Merci Dominique Chargé. Frédéric Lelouch, vous avez peut-être un commentaire sur ces 2 points par rapport à la commande publique? Mon commentaire, ce serait en fait, nos travaux sont en cours à la plateforme. On a fait cette expérimentation et on est en train d'en tirer des conclusions qui seront disponibles en octobre. Donc, je prends bonne note. Ça rejoint complètement les préoccupations de notre groupe de travail où on auditionne un certain nombre d'acteurs. Donc, c'est sûr qu'on a ça en tête et la plateforme devra y travailler dans les prochaines semaines. D'ici ces conclusions en octobre. D'accord, donc vous répondez par ailleurs à une question. Excusez-moi. Je pense, Olivier, pour préciser, je pense que si Madame Dubos avait été là, elle nous aurait parlé de la loi Pacte. La loi Pacte prenait un certain nombre d'initiatives sur ces sujets-là, celui de valoriser la RSE justement au sein de la commande publique par les engagements et toute la communication que l'État fait sur ce sujet. Donc je pense qu'il faudra aller plus loin. Nous, on a eu, par exemple, dans la loi Egalim, l'obligation à partir de maintenant d'avoir au moins 50% de produits en restauration collective qui soient des produits issus de signes officiels de qualité, HVE ou bio, enfin voilà, tous ces signes distinctifs. Mais on pense qu'il serait sans doute utile que la RSE soit un élément différenciant, complémentaire, qui puisse aussi entrer dans ces clauses de redéfinition des cahiers des charges dans la commande publique. D'accord. D'autres questions pour Frédéric Lelouch et la plateforme RSE. Est-ce que vous pouvez préciser les chiffres sur le nombre d'entreprises labellisées que vous avez évoqué au début de votre intervention, s'il vous plaît? Je crois qu'il était question de cette étude que vous avez citée. Et puis, une deuxième question pour vous. Est-ce que les travaux de la plateforme seront portés au plan européen ou international? Oui. Alors, les chiffres, je pense que vous pointez du doigt un problème important. Il y a peu d'entreprises labellisées. Dans notre expérimentation à la plateforme, on avait 17 fédérations qui représentaient à peu près 12 000 entreprises. Et donc, on a eu 340 qui se sont engagés dans l'expérimentation. Donc, ça fait une bonne base d'expérimentation, mais ça n'est pas un très grand nombre. Et plus globalement, je pense que nos rapports vont donner des éléments là-dessus. Et comme je vous dis, c'est un travail en cours. On n'a pas encore toutes les conclusions. Et nos travaux vont atterrir à l'automne. Le rapport de la plateforme RSE est prévu pour octobre. Le rapport de la mission de Coralie Dubos, Félaïa Layen et Jean-Paul Chaperon, dont il a été question et dont je peux dire peut-être un mot, je crois qu'il doit être publié en septembre. Je dis je crois parce que c'était initialement prévu pour avril. En fait, Bruno Le Maire a mandaté ces 3 personnes pour établir un rapport sur les conditions de mise en place d'une structure de revue et d'évaluation des labels de RSE.
C'est l'article 174 de la loi Pacte qui dit que le gouvernement remet au Parlement un rapport sur le sujet. Et donc, pour nourrir ce rapport, Bruno Le Maire a demandé aux 3 personnes dont Coralie Dubost devait être là aujourd'hui, un rapport pour nourrir les travaux du gouvernement, tout comme les travaux de la plateforme vont aussi servir à nourrir le rapport du gouvernement. Donc, on a mené des auditions communes, on doit encore travailler ensemble. Les travaux de la mission du BOST devraient être publiés, je crois, en septembre et la plateforme en octobre. Donc, il y a l'idée de ne pas faire 2 exercices parallèles. Notre point de départ à la plateforme a été de partir de cette expérimentation de labels sectoriels, expérimentation qu'on élargit au label RSE en général. La mission du BOST a eu une approche d'audition aussi d'un certain nombre d'acteurs et j'imagine que nos conclusions devraient converger sur un certain nombre de points, puisque entre ce qui a été dit aujourd'hui et ce qui ressort de l'expérimentation, il y a un grand nombre de points communs, en fait, des attentes communes. D'accord. Concernant la deuxième question, est-ce que vous allez porter les travaux au niveau européen et international? Est-ce que vous pouvez apporter des éléments? La plateforme RSE travaille à différents niveaux, effectivement. On a des recommandations qui s'adressent au pouvoir public, qui s'adressent aux entreprises, qui s'adressent à d'autres acteurs au niveau national également, souvent, mais également au niveau européen et international, hein. Je pense que ce sujet de la labellisation, de la multitude de labels, du problème de la comparabilité des labels, ça rejoint des préoccupations qui sont communes à la RSE, aux enjeux de la RSE en général, et qui rejoignent ce que Patrick de Tambour avait pointé dans son rapport sur la qualité de l'information extra-financière. Et ça, c'est des enjeux de comparabilité de l'information qui traversent, en fait, quels que soient les outils et quelles que soient les tailles d'entreprise, qui sont assez communs et qui du coup, il est nécessaire de porter à un niveau européen pour avoir, un des intervenants disait, la RSE est un langage commun, l'ISO peut aider à avoir un langage commun. Je pense qu'on a intérêt à avoir des cadres et des référentiels qui structurent ce langage commun et qui permettent tout simplement un langage. Enfin, parce que si chacun a des cadres différents, c'est un peu difficile de faire converger, de parler. Merci. Une autre question pour vous, messieurs, pour revenir sur les détails du coût d'un engagement en RSE pour vos adhérents. Est-ce que vous pouvez détailler le coût d'un diagnostic, d'un accompagnement et de l'audit de labellisation? Monsieur Monteau, peut-être, pour Scope BTP? C'est quoi votre question? Vous pouvez la répéter, pardon? On nous demande quel… En termes de coût? Oui, le coût entre le diagnostic, l'accompagnement et l'audit de labellisation, combien est-ce que ça coûte à un de vos adhérents, s'il vous plaît? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Nous, on démarre par un diagnostic que l'on a fabriqué avec Afnor Certification qui s'appelle Simply RSE. Et donc, ça dure une journée. Et cette journée-là est prise en charge par notre fédération. Et puis, par ailleurs, on a toute une démarche dans laquelle sont très impliqués nos responsables au niveau régional. Notre fédération est divisée en une dizaine de régions et placée sous la responsabilité d'un secrétaire général. Tous ont été formés à notre démarche et donc leur boulot est d'accompagner nos adhérents qui souhaitent s'engager dans cette démarche et évidemment le plus loin possible. Et donc, cette démarche a un coût pour l'entreprise quand elle va jusqu'à l'évaluation. Et en gros, une entreprise jusqu'à 5 salariés, ça représente à peu près 3 000 – 3 500 euros. C'est variable en fonction du nombre de salariés et le maximum, ça va jusqu'à 15 000 euros pour une entreprise qui dépasse les 300 – 400 salariés. Voilà.
Je ne sais pas si je suis suffisamment précis. Alors, notre démarche a plein d'étapes par ailleurs. Et évidemment, je sais qu'on a un certain nombre de secrétaires généraux qui sont connectés, que je salue évidemment très chaleureusement. Et si on a des adhérents qui nous écoutent, le mieux c'est de s'adresser à eux. Et tout ça est très précis quoi, dans notre. Mais ça risque d'embarrasser tout le monde si on va trop dans le détail. Monsieur Chargé? Oui, non, nous, ce qui nous concerne, tout ce qui est dispositif d'accompagnement donc par nos fédérations, que ce soit les MOOC, les guides, c'est des choses qui sont aujourd'hui, j'allais dire, délivrées et qui font partie de l'accompagnement de nos organisations vers les coopératives et qui sont évidemment financées à travers une cotisation globale que les coopératives versent à leur fédération. En ce qui concerne la démarche particulière, par exemple, d'un diagnostic 3D, on est autour de 3 000 €. Là aussi, il peut y avoir des variations en fonction de la taille de la structure, mais on est autour de ça et c'est la même chose à peu près pour rentrer dans une démarche de labellisation. Voilà. Donc, des choses tout à fait, enfin, encore une fois, ça dépend de la taille, mais qui sont tout à fait accessibles. Si je dis des bêtises, là, c'est pareil. Moi, je vais sans doute me faire rectifier, mais il me semble qu'on est autour de ces questions-là. Une question, M. Monteau nous demande combien d'entreprises ayant suivi Simpli RSE ont franchi le pas du label aujourd'hui? Alors, on a un label qui a mis du temps à démarrer, mais qui est en train de prendre davantage d'importance. Et on a en gestation, beaucoup de labels. En gros, grosse maille, on a 20-25% de nos adhérents qui se sont lancés dans un diagnostic. On n'est pas suffisamment satisfait, on est quand même assez heureux de ce résultat, j'ai envie de dire, en comparaison, j'ai envie de la filière. On n'est pas forcément très en avance dans notre filière globale, mais notre fédération au sein de notre filière est particulièrement en avance. Donc, nous n'avons que 20 ou 25% de nos adhérents qui ont entamé cette démarche de diagnostic et nous avons un objectif d'ici quelques années d'aller le plus loin possible, aux alentours de 80-90% et pourquoi pas tangenter les 100%. Ça, c'est la première étape. Et en termes de label, on ne s'est pas fixé d'objectifs quantitatifs. On préfère du qualitatif. Notre label, il s'appuie tout d'abord sur une évaluation sur le référentiel 26 000. C'est la porte d'entrée, c'est d'avoir un minimum en termes d'évaluation fait par un organisme, en général, c'est AFNOR Certification qui fait cette évaluation. Et notre label n'est accessible que dès lors que les entreprises se trouvent au deuxième niveau de l'évaluation. Vous savez qu'il y a à peu près 4 niveaux. L'évaluation cote les entreprises sur 1000 points. Avoir la moyenne 500, c'est déjà un excellent niveau. Il ne faut pas raisonner comme d'une note à l'école. Et sur AFNOR Certification, le deuxième niveau qui s'obtient à partir d'une cotation de 300 points est appelé niveau progression. Et nous, on exige d'avoir au moins une évaluation à 400 points sur les référentiels ISO 26 000. Ensuite, notre label, il est très orienté sur notre statut et sur un certain nombre de critères. Il y en a qu'on appelle des critères fondamentaux et les autres, on les appelle des critères additionnels. Merci. Et donc, ces critères-là sont très orientés autour de notre statut, autour de la gouvernance, autour de notre activité du bâtiment et des travaux publics. Mais vous voyez, il faut avoir une évaluation, ce qui rend notre label un peu plus compliqué à voir, peut-être, mais je ne suis pas un spécialiste du label. Voilà. Donc, pour le moment, on a en gros une dizaine simplement d'entreprises qui sont labellisées, mais on a une quinzaine d'entreprises qui sont en gestation. On espère
tourner autour d'une cinquantaine ou d'une centaine d'ici 2-3 ans, parce qu'on voit bien qu'un label, il faut qu'il y ait un minimum. On a un secret espoir, je ne vous cache pas, je ne sais pas si on y arrivera, mais nos organisations, j'ai envie de dire nos très grandes sœurs que sont la FFB et la FNTP, hein, je sais qu'elles réfléchissent à ces problématiques de label. Et ce qui serait formidable pour nous, c'est que notre label soit inspirant pour ces deux organisations professionnelles, parce qu'instantanément, nous changerions d'échelle. La FFB, c'est 30 000 entreprises, là où nous-mêmes, nous n'en avons que 600, et la FNTP, c'est une dizaine de milliers d'entreprises, vous voyez. Donc, on changerait instantanément, et ce n'est pas exclu que nous soyons inspirants. Bon, j'utilise ce terme par modestie, hein, mais notre label semble retenir quand même leur attention. Voilà. Merci. Une dernière question, Yann, si tu nous autorises. Peut-être pour Frédéric Lelouch, quelles sont les avancées les plus significatives que vous constatez pour les entreprises qui se lancent dans des projets de label RSE? Peut-être pour dévoiler un peu les conclusions des travaux de la plateforme, si c'est possible. Une avancée assez claire, c'est le fait que les entreprises se sentent plus fortes en fait. L'accompagnement que propose que suppose la démarche de labellisation fait monter en compétence les entreprises. Donc ça, c'est vraiment assez clair qu'il y a une montée en maturité en matière de pratiques RSE. Donc ça, c'est assez, ça ressort assez clairement de l'expérimentation. Après, sans dévoiler les conclusions qui ne sont pas encore sur la table, puisque nous sommes encore en phase d'audition, encore en phase de recherche et la phase de conclusion interviendra dans un second temps. Mais il y a un certain nombre de points qui ressortent de l'expérimentation comme un peu des facteurs de réussite. Pour que ça marche, les attentes des fédérations sectorielles, j'ai noté à peu près 8 points, 8 points clés qui sont d'abord un besoin de reconnaissance par les clients publics et privés, besoin d'un label reconnu, valorisé par l'État, mais aussi par les grands donneurs d'ordre privés. Besoin d'un référentiel robuste, pragmatique, adapté, mais aussi qui puisse se décliner par secteur. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'un tronc commun, mais il y a aussi besoin de déclinaison. Ça, c'est assez clair. Ce qui a été pointé aussi, c'est le rôle clé de l'OTI, l'organisme tiers indépendant, qui intervient pour garantir le sérieux du référentiel et l'impartialité des résultats de labellisation. Quand on parle de labellisation, on ne parle pas d'une démarche qu'on fait seul, on se fait accompagner, et donc c'est ça l'intérêt de la démarche de labellisation. Voilà. Ça a été dit par ailleurs, l'impulsion de la direction, l'impulsion stratégique, il ne suffit pas que ce soit uniquement porté par une personne ou une direction, mais il y a besoin que la direction soit impliquée parce que ça facilite la démarche et ça facilite l'implication de l'ensemble des salariés. Ça a besoin d'être un projet stratégique. Et puis pour finir, des éléments un peu de méthode qui sont des éléments clés de la réussite d'une démarche de labellisation, c'est le dialogue avec les parties prenantes. C'est rien de nouveau en matière de RSE, mais c'est assez central, c'est clé, c'est essentiel. Il y a besoin d'un suivi, d'une animation avec des personnes dédiées dans la fédération et au sein de l'entreprise, les deux. La communication aussi est un point clé. Le label doit être connu, aussi bien des entreprises que des donneurs d'ordre et des clients. Et ce qui ressort aussi de cette expérimentation, c'est qu'il y a un besoin de convergence, de synergie entre des labels et autres démarches. Le pire qui puisse arriver, c'est une concurrence entre labels. C'est quand même absolument productif. Malheureusement, ça peut exister.
Donc voilà, c'est quelques pistes qui vont nourrir nos travaux, mais le point de départ, c'est qu'on a une multiplicité de référentiels, une multiplicité de labels existants en matière de RSE, et ce qui a été vraiment le point de départ de pourquoi la plateforme s'est mobilisée pour travailler sur ce sujet, c'est justement cette confusion, en fait, on parle de jungle de labels, enfin, il y a, ça crée un peu cette jungle. de l'incompréhension. Voilà, je ne veux pas être trop Comment on long. s'y retrouve dans cette jungle? Comment on s'y retrouve dans cette jungle des labels? C'est justement notre travail. On est en train de s'y pencher sérieusement. Ça passe par les résultats de cette expérimentation qui est capitale. Ça passe aussi par un certain nombre d'auditions d'acteurs. Je peux pas comme je vous dis, les travaux sont en cours. J'aurais beaucoup aimé pouvoir partager nos conclusions. Maintenant, voilà, on est conscient de l'enjeu, conscient qu'il y a un enjeu de crédibilité, parce que franchement, le manque de lisibilité pour l'extérieur, j'ai vu dans le chat le fait de parler en sigle qui perd les gens. Je pense que le fait d'avoir une multitude de labels nuit aussi à la crédibilité des démarches et l'idée, je pense qu'il y a vu le nombre d'acteurs engagés, il y a des attentes très importantes qui sont encore plus importantes au prisme de la crise qu'on est en train de vivre et des enjeux auxquels on fait face. Donc, il y a un vrai besoin de clarté, de comparabilité. Et je m'arrête. Ok, Yann, je m'arrête là, je te repasse la parole. Effectivement, merci Olivier. On est encore une vingtaine de minutes ensemble, mesdames et messieurs, pour ce deuxième épisode de cette mini-série autour de la norme ISO 26000. Vous êtes invité par le groupe PAFNOR ce mercredi matin avec les filières. Mercredi dernier, c'était les entreprises. Mercredi prochain, ce seront les territoires. Vous êtes plus de 300 inscrits, 170 connectés au moment où je vous parle. Ça veut dire que les 150 restants regarderont l'émission en replay. Je voudrais, madame et messieurs, que vous répondiez plus particulièrement aux 5, 10, 15 personnes qui nous écoutent et qui viennent d'être propulsés responsables RSE dans notre structure. Ils ont été désignés il y a quelques jours par leur patron. Ils leur ont dit « Inscris-toi à cette webconférence avec l'AFNOR, c'est vachement bien. Tu y trouveras Frédéric Lelouch, président de la plateforme RSE, Charles-Henri Motto, président de la Fédération nationale des SCOP du BTP, et Dominique Chargé, président de la coopération agricole. Inscris-toi, jeune promu responsable RSE. Derrière tout ça, il y a des réticences et des freins. Ouh là là, par quoi je vais commencer? C'est quoi ces labels? Ça coûte du temps, ça coûte de l'argent. Si on me demande de me lancer dans la labellisation, j'ai peur de ne pas atteindre le niveau exigé par le référentiel. Bref, comment rassurer ces réticents? Comment rassurer celles et ceux qui ont toutes les excuses possibles pour ne pas se lancer ou pour repousser gentiment, a fortiori en situation de post-Covid? Comment les rassurer? Très simplement, commence par vous, Frédéric Lelouch. J'ai envie de rappeler que c'est absolument pas quelque chose qui doit être réservé aux experts. Ça part d'une attente. Je pense qu'il y a une attente sociétale, une attente des salariés, des enjeux qui en matière environnementale qui sont criants, et que quand on est une petite entreprise, une TPE, PME, puisque rien n'empêche pour les grands groupes de se faire labelliser, mais on a vu dans la première partie posée que ça concerne plutôt, c'est un outil plutôt utilisé par les entreprises type TPE, PME. Donc on parle d'entreprises, les PME, c'est les entreprises jusqu'à 250 salariés, les TPE, moins de 10. Donc, qu'on a envie de dire, c'est qu'il y a des outils que la RSE n'est pas réservée aux grands, qu'il y a des outils, que les labels en font partie, que le constat actuel, c'est qu'il y a une multitude de labels qui fait que la lisibilité de l'offre, de la plus-value, en fait, de à quoi ça sert en fait d'être labellisé, à quoi je m'engage,
on est en train d'essayer d'apporter un peu de comparaison, un peu de clarté sur à quoi ça sert d'être labellisé et comment faire en sorte que cette démarche soit en fait, répondent davantage aux attentes des entreprises et de la société et que ce soit un chemin peut-être plus facile et accessible avec un certain nombre de synergies entre les labels pour qu'on n'ait pas des démarches autant de labels que d'entreprises pour caricaturer, même si c'est loin d'être le cas, mais voilà, l'idée de faire de la RSE un langage commun, moi je retiens cette expression de la première partie de nos échanges. Je pense que nos travaux, en tout cas, sont en train de s'y atteler pour essayer de créer du langage commun autour de ces labels RSE. Messieurs, qu'est-ce que vous dites, Oui. les yeux dans les yeux aux réticents? Comment, autrement dit, démythifier ces histoires de labels? Yann, vous posiez la question surtout sous l'angle de responsable RSE. Frédéric Lelouch vient de parler des TPE et des PME où effectivement, souvent, il n'y a pas de responsable RSE et donc c'est souvent le responsable d'entreprise et son équipe de direction qui portent ce projet-là. Dans les structures de plus grande taille, ce qui est le cas par exemple du TB, il y a effectivement quelqu'un qui a en charge cette démarche-là. Et donc, j'ai eu le sentiment que votre question portait sur ces responsables-là. C'est un boulot qui est absolument passionnant. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer notre responsable RSE qui doit probablement être une de vos connectés. C'est un boulot qui est absolument passionnant, tout simplement parce qu'il est à 360 degrés. Il doit s'intéresser à tous les volets de l'entreprise. Hein. La démarche RSE s'intéresse à l'ensemble des parties prenantes d'une entreprise, qu'elle soit interne ou externe par définition. Et donc, c'est un boulot qui est passionnant. Il faut beaucoup de ténacité. Il faut arriver à convaincre. Il faut arriver à montrer que si on fait telle et telle chose, et ben c'est pour le bien de l'entreprise, c'est pour essayer de mettre en valeur. C'est vrai que ça oblige à, entre guillemets, comptabiliser des choses que l'on n'a pas l'habitude de comptabiliser. Si on veut produire des rapports avec des données extra-financières, il faut bien arriver à mettre des quantités, mettre des choses. Voilà, et ces choses-là sont assez difficiles dans un premier temps, effectivement, à obtenir, puisque souvent, la quasi-totalité des flux d'informations dans des entreprises sont souvent des données financières, justement. Et donc, arriver à quantifier ce qui n'est pas financier, eh ben, c'est une démarche qui est assez laborieuse dans les structures d'une certaine taille. Par contre, j'ai le sentiment que c'est une démarche qui est extrêmement intéressante, encore une fois, parce qu'il y a peu de postes dans une entreprise qui soient vraiment totalement à 360 degrés. Voilà. Oui, Yann, moi je vais sans doute redire un petit peu la même chose que M. Moutot, mais il ne peut pas y avoir un moment… vous m'entendez là? Oui. Il ne peut pas y avoir à un moment un patron d'entreprise qui dise à un de ses collaborateurs, en gros, inscris-toi à cette web conférence sur la RSE et puis développe-moi la RSE. Non. La RSE, je disais tout à l'heure, c'est une démarche d'entreprise qui part du top management, qui finalement se décline de manière opérationnelle avec un suivi, mais c'est vraiment une démarche d'entreprise qui s'inscrit depuis la relation avec les fournisseurs jusqu'à la satisfaction du client en passant par la revue de l'ensemble de nos process de production et la satisfaction et le bien-être des collaborateurs au travail. J'oublie sans doute plein de choses, mais en tout cas, c'est ça. Et notre environnement. Et effectivement, je dis la même chose, c'est-à-dire, oui, on n'a pas forcément d'indicateurs quantifiables au sens indicateur financier. On est dans la définition d'indicateurs extra-financiers, mais il y a un bénéfice pour l'entreprise, j'ai dit tout à l'heure, en matière de gain de compétitivité, ne serait-ce que par des améliorations d'organisation, de bien-être, de confort. Il y a un gain sur l'attractivité et il y a surtout, je pense, un gain dans la manière dont une entreprise s'inscrit dans la durée, dans la pérennité sur un territoire.
Et je pense que c'est cette dimension-là qui aujourd'hui, finalement, redonne du sens à l'action de l'entreprise et donc à l'envie des collaborateurs d'y collaborer, d'y travailler. Et je suis convaincu alors, évidemment, Chris, vous avez dit, hein, en se situant à l'instant T, au 8 juillet, je crois, en post-Covid, avec les incertitudes qu'on a, oui, il va y avoir sans doute un certain nombre de choses qui vont être temporisées, sur lesquelles on va sans doute ralentir, peut-être dévier, parce que notre responsabilité, c'est aussi de faire à chaque instant l'arbitrage entre la nécessité du court terme, donc être suffisamment agile, suffisamment adaptable, parce qu'il faut aussi faire en sorte que l'entreprise traverse l'époque. Et quand elle doit aussi traverser l'époque malgré les conséquences de la crise Covid. Mais notre objectif, c'est de ne pas perdre ce sens du long terme et de faire en sorte que cette entreprise s'inscrive dans la durée. Donc la RSE, ça sert à ça. Ça sert à ce pilotage, à ces arbitrages et au fait que demain, pour recruter des collaborateurs dans une entreprise, quand je regarde la façon dont les nouvelles générations envisagent leur carrière professionnelle, des éléments comme la RSE sont des éléments stabilisants et motivants de collaborateurs à s'inscrire dans l'action et dans la durée pour une entreprise. La RSE participe de la raison d'être du fameux why de l'entreprise et des jobs de ces entreprises. Vous vouliez… Oui, je voudrais rajouter quelque chose, Yann, pardon de perturber peut-être. Non, pas de souci. C'est pas une anecdote, hein, c'est un constat. Chez nos labellisés, ceux qui se sont bien inscrits dans cette démarche, il y a quelque chose quand même qui est assez frappant, qui est la chose suivante. Ces adhérents-là, leur plaquette commerciale, ça devient leur rapport RSE. Ce qui veut dire qu'en matière de communication, si vous me permettez ce raccourci-là, on n'est plus dans le paraître, on est dans l'être. Et je crois que ça synthétise bien ce qu'est une démarche RSE. Voilà. Très bien, merci pour ce… Quelqu'un disait, moi je perturbe aussi, quelqu'un me disait récemment, quelqu'un que vous connaissez bien qui s'appelle Serge Papin, me disait la définition de la raison d'être donnera la raison d'y être et probablement aussi l'envie d'y venir. Ah, c'est très bien, très bien. Très bien. Belle messieurs, Fred. Grand chef d'entreprise, Serge Papin. Yann, j'aurais peut-être une nuance à apporter, même si je m'inscris complètement dans ce qui vient d'être dit autour de la RSE porteuse de sens, la RSE comme facteur d'identification et de motivation pour les salariés, la RSE comme façon d'être au rendez-vous des enjeux environnementaux. Complètement d'accord. Maintenant, moi, j'ai entendu quelque chose, je crois que c'est Dominique Serge qui disait on a besoin que ça vienne du top management. Je voudrais juste dire attention à cette vision qui pourrait sembler un peu descendante, et je crois que je le vois aussi dans les questions du chat. La RSE, c'est le dialogue. La RSE, c'est la concertation avec les parties prenantes, et ça, la RSE porte en elle le dialogue. Donc, qu'il y ait une nécessité absolue que le top management soit convaincu et embarque l'ensemble de l'organisation ou de l'entreprise, c'est absolument vital et je ne vous contredis absolument pas. Maintenant, je pense qu'il faut être aussi attentif aux attentes des parties prenantes de l'entreprise, aux attentes des salariés, et attention aussi à des démarches qui peuvent être vécues comme un peu top-down et qui du coup risquent de passer un peu à côté de l'objectif qui est de mobiliser. Je pense que là, on est tous d'accord. Non, mais je ne le dis pas dans ce sens-là, Frédéric, je le dis, vous avez raison de me corriger et de m'obliger à m'expliquer. Je ne dis pas dans le sens où c'est du top-down, je le dis dans le sens où c'est une démarche d'entreprise. C'est une démarche qui doit être prise en top management, pas parce qu'elle est top-down, parce qu'elle doit embarquer l'ensemble des services et des collaborateurs. La RSE, ce n'est pas un truc qu'on tanque dans un coin. C'est quelque chose qui est transversal. C'est quelque chose qui se diffuse. C'est pour ça que ça doit être embarqué par la direction générale pour impulser cette diffusion. Voilà, c'est juste ça le sens de mon propos. Je partage tout à fait. Voilà, on va aller dans quelques instants pour les 10 dernières minutes du côté du chat et
redonner la parole à Olivier et vous redonner, mesdames, messieurs, la parole via ce chat. Dernière chose avec vous, Frédéric Lelouch, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, mais je voudrais vérifier que vous aviez tout dit et bien expliqué. Donc, on le rappelle, vos travaux, la plateforme RSE nourrissent ceux de la mission Coralie Dubost à l'Assemblée nationale, qui est députée de l'Hérault, qui mène une mission sur l'homologation des labels. Les prochaines étapes, les imbrications, justement, vous avez tout dit ou vous avez des choses à ajouter? Non, je pense que j'ai dit l'essentiel. Effectivement, la mission du BOST a reçu la lettre de mission du Bruno Le Maire en février. Les résultats la conclusion du rapport a été repoussée du fait de la situation sanitaire, devrait être publiée en septembre. Nos travaux devraient être publiés en octobre. Évidemment que dans cette phase de finalisation de nos rapports, on va travailler ensemble, faire des auditions communes ont été réalisées et on va partager nos travaux. Nos conclusions ne sont pas… Je pense qu'il y aura une certaine convergence pour avoir entendu les mêmes personnes et il y a une attente des demandes qui vont un peu dans le même sens. Maintenant, voilà, c'est deux exercices un peu différents qui, les deux rapports, nourrissent les travaux du gouvernement. Qui, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'article 174 de la loi Pacte prévoit que le gouvernement remet au Parlement, dans les 1 an qui suivent l'adoption de la loi Pacte, donc ça aurait dû être en avril, ce sera un peu plus tard, un rapport sur une structure de revue et d'évaluation des labels. Donc il y a l'idée d'essayer de faire converger, d'essayer d'avoir du commun autour de ces labels de RSE dont on estime qu'ils sont… qui manque de lisibilité et de cohérence. Voilà. Très bien, merci. Olivier Gibert, a-t-on d'autres questions pour terminer cette émission? On a des remarques parmi celles et ceux qui vous écoutent. Pascal qui nous dit « La RSE offre une opportunité de communiquer sur l'engagement de l'entreprise pour la société et les parties prenantes. Inutile de changer le statut de l'entreprise. Le label RSE est un engagement probablement plus fort parce qu'il atteste d'un niveau de maturité. On a également Thierry qui nous dit que la RSE est un engagement formidable pour une opportunité pour les entreprises à moyen terme, qu'il faut prendre aujourd'hui cette voie pour ne pas être largué dans l'avenir. Une question, est-ce que vous faites le lien entre raison d'être et label RSE? Frédéric, Charles-Henri Monteau, Dominique Chargé, je vous pose la question à tous trois. Qui veut répondre? Il y a un lien, c'est pas en apesanteur si vous voulez, mais il y a quelque chose qui est juridique maintenant dans la raison d'être et qui honnêtement par rapport à une démarche RSE est d'un ordre très différent. Hein. La démarche RSE est une démarche, de mon point de vue, beaucoup plus complète. Voilà. Quand bien même je trouve ça très bien ce qui a été fait dans le cadre de la loi Pacte sur la raison d'être, les entreprises à mission. Voilà. Je voudrais juste dire encore 2 mots. Une démarche RSE, et si on a besoin de convaincre autour de ça, et c'est la raison pour laquelle notre fédération s'y est engagée très tôt, hein, puisqu'elle a démarré en 2011, donc on était quand même pas très loin de la sortie de cette norme ISO 26000. Nous, on y a vu une formidable opportunité que je vais essayer de résumer de la manière suivante. C'est un moyen de mettre en valeur l'entreprise et c'est un formidable moyen pour faire progresser l'entreprise. Voilà. Mettre en valeur et faire progresser. Et donc, vous voyez, c'est quand même une démarche qui est incroyablement positive. Voilà comment je pourrais résumer tout l'attachement que l'on a à cette démarche. Et nous, c'est très important pour nous. C'était très important. On a considéré que c'était très important pour nous de mettre en valeur ces entreprises sur lesquelles on a énormément d'affection, qui sont, encore une fois, une typologie d'entreprise très particulière dont leur gouvernance est endogène au collectif des salariés. Et donc, on a trouvé ce levier-là
pour mettre en valeur ces entreprises et puis de les faire progresser dans leur réflexion stratégique. Moi, sur ce sujet-là, je voudrais dire qu'il n'y a pas forcément de lien direct entre la raison d'être et la RSE, par contre, où en revanche, la RSE doit être un élément identifiant, valorisant et qui s'inscrive, qui soit une démarche qui s'inscrive dans ce qu'est la raison d'être. Donc, il n'y a pas de lien direct, mais il y a forcément un lien indirect qui accrédite et qui met en œuvre finalement dans une démarche ce que sont les éléments qui constituent la raison d'être. Voilà. Mais en ce qui nous concerne, en fait, quand on a vu cette loi, quand on a commencé à travailler sur cette loi Pacte, et que d'ailleurs Madame Dubosc était venue à notre congrès en 2018, on s'est dit finalement ce qui est recherché dans cette loi Pacte, dans l'évolution du sens et de l'action de l'entreprise, c'est exactement ce que nous sommes, les coopératives. Encore faut-il que nous nous en souvenions et que ce soit su et reconnu. Voilà. Et donc, ça nous a aussi obligés à retravailler. Alors, quand j'ai défini tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai passé un petit peu de temps à vous dire ce que nous étions en matière de gouvernance, d'impact territorial, d'action transgénérationnelle, de pérennité de l'action sur les territoires. Je pense que c'est un peu ça qui est recherché, de sens finalement de l'entreprise. Donc, on l'a décliné, on l'a travaillé. Ça nous a aussi, je pense, fait du bien. Ça nous a remémoré un certain nombre de choses. Et puis, peut-être qu'à certains moments, dans les évolutions qu'on avait eues, on avait un peu tout ça. Donc, je pense que ça a été très positif. Tout le monde retravaille aujourd'hui. Enfin, tout le monde retravaille, y compris d'ailleurs la coopération agricole. C'est avec notre organisation fédérale transversale sur un peu sa raison d'être et sa façon d'accompagner tout ça. Donc, oui, il y a forcément, en tout cas, ça nous oblige à un re-questionnement. Merci. Stéphanie Carbar nous a rejoint pour la fin de cette conférence. Merci. Bonjour Stéphanie. Est-ce que vous souhaitez apporter un mot de conclusion peut-être ou un commentaire puisque vous avez suivi les échanges? Ah, on vient de la perdre. Si vous voulez, je peux vous répondre sur la raison d'être. Ah, pardon. Excusez-moi, donc je ne vous ai pas. Merci beaucoup de me donner la parole. Bonjour à toutes et à tous. Simplement, je ne vous ai pas rejoint en fin de séance. J'étais là dès le début, comme le précédent webinaire, et je voulais vraiment vous remercier pour la qualité des interventions et des témoignages qui sont apportés dans chaque session. Simplement vous dire, déjà vous encourager, vous remercier et puis vous dire également qu'à la rentrée, à l'Assemblée nationale, il va y avoir ce qu'on appelle le grand plan de relance. Et j'aimerais, en tant que présidente du groupe d'études RSE à l'Assemblée nationale, eh bien, porter des mesures pour justement valoriser la RSE ou en tout cas faire que les entreprises qui s'engagent dans ces démarches, alors que ce soit qu'elles aillent jusqu'au bout du label ou même en termes de produits, même si c'est une question un petit peu annexe aujourd'hui, mais en tout cas que ces entreprises soient valorisées, que dans les appels d'offres, eh bien, ces critères comptent, sortent en tout cas de manière beaucoup plus importante peut-être qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc, et je pense que donc nous, ce qu'il nous faut pour faire la loi, c'est ce qu'on appelle un véhicule législatif et une loi. Et donc, je pense que le plan de relance serait très justifié pour porter ces mesures. Voilà. Il faut savoir qu'à chaque texte de loi, en fait, plusieurs députés essaient de glisser des choses sur la RSE concernant la modification du Code des marchés publics pour justement reconnaître les entreprises labellisées ou en tout cas engagées dans une démarche RSE. Moi, j'avais essayé via la loi ISOC, via Pacte, on a mis la raison d'être. Certains députés ont bougé des critères et vous l'avez dit tout à l'heure parce que j'ai entendu qu'un des interlocuteurs de la coopération en a parlé. Mais dans Egalim, il y a eu des choses également qui ont été passées. À chaque fois, on essaie de bouger également les critères de reporting RSE pour les grands groupes, etc., en intégrant
de nouveaux éléments. Notamment, il y a eu la question dans Egalim, il y a eu toute la question du bien-être animal. Donc voilà, on voit que c'est une demande, que c'est une attente à la fois du législatif, à la fois des entreprises, à la fois des consommateurs. Et puis, je voulais citer un autre exemple là qui me vient à l'esprit. Par exemple, au niveau de la filière des métiers de la propreté qui s'était engagé, qui s'était saisi de l'ISO 26000 très tôt, dès sa parution. Il y avait, je me rappelle, en 2011-2012, une recommandation qui était de faire travailler les salariés des métiers de la propreté bien plutôt en journée, parce que souvent ce sont des femmes, etc. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais plutôt que la nuit quand les bureaux étaient fermés. Eh bien aujourd'hui, suite à la crise Covid, eh bien cette mesure qui était une mesure RSE, aujourd'hui est rentrée, et donc une mesure volontaire quelque part, eh bien aujourd'hui est rentrée dans la loi. Donc quelque part, je dirais même que les entreprises qui s'engagent aujourd'hui dans la RSE, certes, il y a un bénéfice économique, un bénéfice au niveau de la marque, mais au niveau un bénéfice également sur le législatif de demain, voyez-vous, et qui a une carte à jouer, en tout cas, pour qu'elle puisse peser dans ce domaine. Voilà, donc je ne serai pas plus longue, mais en tout cas, merci à tous, merci de m'avoir donné la parole. Moi, je voulais un événement un petit peu marquant pour fêter les 10 ans de l'ISO 26000, même si on est un petit peu en avance, puisque c'était en 2010, c'était en décembre, la publication. Mais voilà, il va y avoir la rediffusion des 3 webinaires, etc. Donc, ça va jalonner un petit peu le temps. Donc, pour tout cela, merci. 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 Olivier, dernier mot. Dernier mot, quelques questions encore, peut-être pour la plateforme RSE et Frédéric Lelouch. Est-ce que vous pensez qu'il y a un secteur qui est plus avancé qu'un autre? Alors, Monsieur Monteau, Monsieur Chargé, peut-être bouchez-vous les oreilles si ce n'est pas la réponse que va accorder Frédéric Lelouch. Je vais différer ma réponse au mois d'octobre. On n'est pas, en fait, on n'est pas du tout en train de donner des bons points ou des mauvais points. La liste de toutes les fédérations qui ont participé à l'expérimentation est disponible sur le site de France Stratégie qui héberge la plateforme RSE. Notre but n'est pas tellement de mettre en avant tel ou tel secteur, mais d'identifier les points communs, ce sur quoi il faut avancer et ce qu'il y a besoin de consolider pour davantage structurer ces démarches de labellisation. Donc, je ne saurais pas vous répondre précisément et ce n'est pas forcément l'objet de nos travaux à ce stade. D'accord. Olivier, Yann, si vous permettez, par rapport à l'intervention de Madame Kerbart, je souhaiterais dire 2-3 choses. Oui, on a absolument besoin d'une reconnaissance des labels RSE sectoriels. Je l'ai dit tout à l'heure et elle l'a repris dans la dimension de la prise en compte dans les marchés publics. 2, on a vraiment besoin que soient établis ces labels RSE sectoriels en se basant sur la norme ISO 26000 comme référence internationale et qu'elle se décline en finalement démarche sectorielle. On a besoin d'homogénéiser aussi les pratiques d'audit entre les différents labels pour s'assurer d'une certaine uniformité dans les éléments qui sont évalués dans les démarches. Et puis moi, je voudrais quand même qu'on se pose la question de la façon dont on accompagne aussi sur le plan financier, évidemment, tout ça et ces démarches pour les entreprises qui s'engagent. Alors, ce n'est pas forcément du soutien, par exemple, en subvention, mais est-ce qu'on ne pourrait pas inscrire comme objectif d'avoir des allègements fiscaux ou sociaux pour les entreprises qui atteignent des objectifs RSE et qui sont ainsi reconnus et bénéficient de quelque chose que la société et l'État reconnaissent. Voilà. Et enfin, moi, j'ai un autre point un peu plus particulier dans le domaine spécifique dans lequel on travaille, qui est celui de l'alimentaire. Vous savez quelles sont les relations entre, le monde des fournisseurs alimentaires et leurs clients, et notamment la grande distribution. Je crois que ça fait assez souvent l'objet de reprises de presse et c'est fortement médiatisé. Et moi, je voudrais quand même qu'on se pose la question aussi de la prise en compte, de la valorisation de nos démarches RSE dans les négociations commerciales
et finalement dans une dimension qui soit un élément constitutif du prix et de la reconnaissance de nos clients et des consommateurs dans leur façon de consommer. Voilà. On a aujourd'hui 200 entreprises, je ne l'ai pas dit, mais qui utilisent l'outil Valorise, qui est un outil qu'on a construit avec la FCD, donc le représentant des distributeurs, avec l'ANIA, avec les autres organisations, la FEF notamment, qui sont fournisseurs des entreprises, avec le soutien de Greenflex, qui nous permet finalement de construire nos démarches en fonction aussi des attentes de nos clients. Et donc, on aimerait que ça puisse aussi trouver un écho favorable dans la façon dont tout ça est considéré dans la rémunération, parce que la dimension de la rémunération des différents acteurs, et en ce qui me concerne des agriculteurs, on n'en a pas parlé, mais c'est une dimension dans la démarche RSE non négligeable et qui prend aujourd'hui un sens tout à fait important. Voilà. L'appel est lancé, voilà qui est dit. Dernier mot, Charles-Henri. Je vais être beaucoup plus court parce que je souscris tout à fait à tout ce que vient de dire Monsieur Chargé. Si jamais on arrivait à obtenir les différents points dont il a parlé, ce serait évidemment formidable. Que les entreprises s'étant inscrites dans cette démarche-là puissent bénéficier davantage dans le cadre des marchés publics, ça aurait quand même un immense sens. Et puis par ailleurs, qu'elles puissent être aidées d'une manière ou d'une autre, ça aurait doublement du sens. Donc je m'inscris tout à fait dans cette démarche. Nous, on a des problématiques qui sont qui peuvent être un peu différentes dans le secteur du BTP, mais le corps central est le même et l'objectif est le même. Les demandes sont bien entendues et la plateforme aura l'occasion de s'y pencher. Je crois qu'on a une audition le 10 juillet, Madame Lelouch. Oui, c'est ça. On en parlera. On en parlera. Moi, je voudrais juste, comme mot de la fin, rebondir sur ce que je vois comme question du chat autour des enjeux de formation et pour dire à quel point c'est important et confirmer que oui, la formation du responsable RSE, elle est importante avec des actualisations, bien sûr, mais c'est l'ensemble des collaborateurs qu'il faut former parce qu'il s'agit d'une démarche vraiment collective et qui n'a du sens que si elle est portée collectivement. Et du coup, il y a un vrai enjeu à former aux enjeux de la RSE. Je pense que c'est très important de terminer là-dessus. Eh bien, ce sera le mot de la fin, si vous le permettez. Vous pourrez retrouver le replay de cette émission dans l'email qui va vous parvenir en cours de journée. Merci Stéphanie Kerbar d'avoir ouvert cette émission et puis d'être intervenue en conclusion là tout de suite autour de 10 heures. Vous serez avec nous, soyons-en certains, pour le 3e et dernier épisode, rappelons, de cette mini-série sur les territoires, mercredi prochain à la même heure, entre 8h30 et 10h. 5 invités, on va les citer rapidement. Henri Cabanel, qui est sénateur de l'Hérault, dont le cabinet est labellisé engagé RSE. Julie Chabot, responsable mission Agenda 21 du département de la Gironde. Un représentant de la région Centre-Val de Loire, qui est conseiller régional, qui s'appelle Jean-Philippe Grand et qui nous parlera de l'efficacité énergétique du patrimoine. Nicole Guano sera là avec nous, elle est présidente de la commission de normalisation AFNOR Développement Durable, responsabilité sociétale. Et enfin, Guillaume Debaudard, le président de la commission environnement et développement durable de la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME. Merci à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui à notre rencontre, à la rencontre de nos 3 invités, Frédéric Lelouch, président de la plateforme RSE, Dominique Chargé, président de la coopération agricole, et Charles-Henri Monteau, président de la Fédération nationale des SCOP du BTP et PDG du TB. Merci Olivier Gibert pour la modération de cette émission. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Très bonne journée, au plaisir de vous retrouver mercredi prochain. Merci. Merci Yann, merci à tous. Au revoir, merci. Yann, bonne journée. Merci, au revoir. Et bonne journée à tous, merci.